Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Nous passons à présent à ce qui fait l'actualité cette journée. Voici les principaux titres. Les températures sont en baisse, les précipitations se font attendre, une situation qui affecte l'agriculture. Reportage dans la région du Reb où le secteur se porte plutôt bien, et ce grâce au conseil et à l'encadrement des experts et techniciens agricoles. On ira à Tiznit, la surpopulation de sangliers cause d'importants dégâts. Plusieurs points noirs sont identifiés. Le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, appuyé par plusieurs experts, une battue pour réguler la population de sangliers. On reste dans la région, à quelques encablures de Ouarzazate, le village mythique d'Eit Ben Haddoul. Le lieu conserve toute une mémoire qui fait l'objet de tout un programme de réhabilitation. Nous verrons cela en fin de journée. La Chambre des représentants a tenu, comme vous avez pu le suivre sur notre antenne, une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale. 3 principaux thèmes ont été au centre des questions posées par les députés. L'évaluation de l'efficacité des stratégies sectorielles, la stratégie du gouvernement pour le développement des zones enclavées par la vague de froid et la politique du gouvernement pour l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Réunion à Masqat de la 5e commission mixte maroco-omanaise, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue omanais, Youssef bin Alaoui. Cette session a débattu des moyens de développer la coopération bilatérale dans différents domaines économiques, culturels et de l'éducation. Le communiqué conjoint publié à l'issue de la réunion de la commission mixte souligne que le sultanat d'Oman réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et salue la sagesse de la direction marocaine attachée à une solution pacifique pour la question du Sahara marocain. La partie omanaise a mis en avant le rôle joué par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI afin de consolider la paix et la stabilité au niveau régional et international et les efforts déployés par le souverain pour la paix et le développement du continent africain. Au plan bilatéral, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont hissés de 157% ces 5 dernières années, passant de 207 millions de dirhams à 532 millions de dirhams. Coopération Sud-Sud, la Guinée-Bissau souhaite profiter de l'expérience du Maroc dans le domaine agricole. En visite au Maroc, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la République de Guinée-Bissau, Nicolas Dos Santos, s'est entretenu à Rabat avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Arnouch. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération tripartite entre le Royaume du Maroc, la République de Guinée-Bissau et la FAO. Nous vous proposons d'écouter le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Guinée-Bissau. Moi, je suis là avec une délégation de 18 personnes. Ce sont des techniciens du ministère de l'Agriculture qui vont profiter de l'occasion de visiter et de pouvoir échanger l'expérience avec le Maroc. C'est un pays en termes agricoles très fort, avec une expérience très élargie. Mais nous, on a le chance de pouvoir profiter de cette expérience pour ne pouvoir faire les erreurs. Pour moi, notre pays, qui est Guinée-Bissau, tous les agriculteurs, tous les paysans, on va commencer à développer concrètement notre agriculture. Attention au froid, la météo prévoit des températures négatives sur plusieurs régions du royaume. Le mercure affichera entre moins 7 et moins 2 degrés à Al-Haouz, Azilal, Boulmen, Figig, Ifren, Jarada, Midelt, Taurirt, Tinrir, et ce jusqu'à mercredi. Des températures donc en baisse et des précipitations qui se font toujours attendre après la bonne pluviométrie des 2 derniers mois. C'est le constat relevé aux 4 coins du royaume. Cette situation météorologique affecte particulièrement le secteur agricole. Les superficies cultivées pâtissent justement de la gelée et des températures négatives. C'est le cas dans la région du Reb où le secteur se porte plutôt bien, et ce, grâce au conseil et à l'encadrement des experts et techniciens agricoles en cette période. Le reportage est signé Soukaina Al-Idrissi et Iman Ablou.
Une étendue verte sous un ciel dégagé à Hadkort dans le Gharb comme partout ailleurs. Ici, les professionnels de la Terre s'inquiètent du retard des précipitations après la bonne pluviométrie enregistrée au cours des 2 derniers mois, 350 mm. Un record par rapport à la même période de l'année dernière, mais la baisse du mercure a un coup sur le sol, sensiblement affecté par les températures négatives de l'hiver. Le temps froid sévit encore et la pluie se fait attendre, mais cela ne devrait pas affecter la campagne agricole. On espère le retour des pluies. Les semis ont bien poussé et les agriculteurs s'attellent en ce moment au désherbage. Le Gharb, une région agricole par excellence. Céréales, légumineuses, arboriculture, culture fourragère se côtoient. Mais face à la rigueur de la saison, l'encadrement agricole est d'une grande utilité pour une meilleure orientation et adaptation à cette situation météorologique. Nous recommandons aux agriculteurs de ne pas abuser du désherbage ou de l'usage des pesticides, car cette opération affaiblit la résistance du semis au froid. En cas de brûlure sur les tiges, pas de panique, c'est une réaction normale face à la baisse des températures. Changement de décor, nous sommes dans l'une des exploitations dédiées aux fruits rouges, autre produit phare de la région. Lui aussi est affecté par le froid et la gelée. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ces superficies sont irriguées au goutte à goutte. L'essentiel de la production s'exporte sur les marchés étrangers. Au début de la saison, il a beaucoup plu, ce qui a revigoré la nappe phréatique dont les fruits rouges ont besoin ici. Idem pour les cultures fourragères. On s'attend à d'autres précipitations dans les prochains jours pour le bon déroulement de cette campagne. Depuis le 4 décembre, seulement 8 mm ont été enregistrés. La région est confrontée à un stress hydrique dû au phénomène de l'évaporation maximale. En attendant la clémence du ciel les jours à venir, des précipitations sont prévues pour la mi-janvier. Et avec les chutes du mercure, le bois reste incontournable pour faire face au froid. Dans le Haut-Atlas, l'usage domestique du bois pour cuisiner ou se chauffer est indispensable pour les populations de ces zones montagneuses qui, dès l'aube d'ailleurs, s'attellent à la tâche pour collecter cette denrée de plus en plus rare. Reportage dans la commune de Loukaïmden, Mohamed Mskour, Amina Allam, Mounia Marouche. Douar Aïtqaq se réveille sur des températures très basses. Dès les premières heures de la matinée, Aïcha tente de chercher du bois de chauffage. Une mission qui n'est pas des plus aisées et qui se complique à chaque fois que les températures sont au plus bas. Je me réveille à 6 heures du matin pour chercher du bois du chauffage. Parfois je trouve quelques brindilles glanées ici et là. Parfois je rentre les mains vides. Dans cette zone du Haut-Atlas réputée pour son froid mordant, le bois de chauffage est une denrée aussi rare que précieuse. Pour ce père de famille, se chauffer est à la sueur de son front. Chaque hiver, il doit faire des sacrifices pour arracher quelques précieuses bûches. Il fait très froid ici. À chaque fois, on se rend dans la forêt pour ramener du bois de chauffage et de cuisson pour nous réchauffer. Sinon, on ne peut pas survivre à ce froid polaire. Le froid ne fait que commencer dans la commune d'Oukaïmden, située à plus de 2000 mètres d'altitude. La population locale œuvre tant bien que mal à tenir bon face à la rigueur de l'hiver. Le froid touche également l'Europe, mais il y a également de la neige. Routes fermées, rentrée scolaire retardée, localités isolées, risque d'avalanche maximum. Plusieurs jours consécutifs d'intenses précipitations neigeuses ont entraîné ce lundi des perturbations en Autriche, pris dans un épais manteau de neige dans la région de Salzbourg. Un cumul de près de 3 mètres de neige a été mesuré à 2317 mètres d'altitude. Et puis en Allemagne, de fortes chutes de neige ont causé la mort d'une skieuse dans une avalanche. L'ensemble de la Bavière est sous la neige avec des routes fermées et 130 vols ont été annulés ce week-end à l'aéroport de Munich.
Proche-Orient, raid aérien israélien contre des positions du mouvement Hamas après le tir d'une roquette de la bande de Gaza vers Israël. Un responsable des services de sécurité du Hamas à Gaza a indiqué que l'aviation israélienne avait mené 3 raids visant une position de la branche armée de ce mouvement près de Beit Lahia dans le nord de l'enclave palestinienne sans faire de victimes. La veille, des hélicoptères de l'armée israélienne avaient attaqué 2 postes militaires du Hamas. Et puis sur un autre plan, on apprend que le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a repris le contrôle du poste frontière de Rafah au lendemain du retrait des fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Un deuxième round de négociations entre le gouvernement du Yémen et les rebelles Houthis pourrait se tenir dans la capitale jordanienne Amman. C'est ce qu'a déclaré un chef rebelle après des entretiens avec l'envoyé spécial de l'ONU. Ces pourparlers devraient porter notamment sur l'effondrement de l'économie yéménite en raison de la guerre. Un mois après les pourparlers inter-yéménites en Suède, les premiers depuis 2016, l'ONU peine à faire appliquer une série d'accords sur le terrain, ce qui fragilise le processus de paix. On revient chez nous, on le disait en titre, les surpopulations de sangliers dans le viseur du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. L'opération vise à réguler la population de sangliers, responsable d'importants dégâts sur les parcours. Plus de 330 points noirs ont été identifiés à travers le territoire national. Reportage dans les massifs forestiers de Tiznit où plusieurs chasseurs venus d'autres régions se sont joints à une battue. Le reportage est signé Hijb Tamek Nisserine Al-Hamdawi. Derrière ce bruit qui retentit au loin dans cette forêt de la province de Tiznit, des rabatteurs. Leur mission, faire sortir le sanglier sauvage de ses derniers retranchements. La bête est l'ennemi juré des habitants de ces contrées. Il défriche tout sur son passage, les champs agricoles et les cultures. Les exploitants en sont excédés. La chasse au sanglier s'impose. Le sanglier nous porte préjudice. Il détruit nos cultures de pastèques et de bananes. Nous craignons qu'il s'infiltre dans nos maisons. Souvent le soir, nous le croisons à proximité de nos portes. Le sanglier ne cesse de proliférer. Pour réduire sa population, la solidarité agit. Des chasseurs du nord du royaume sont venus en nombre prêter main forte à leurs camarades de chasse du Souss. Pour encercler la bête, on peaufine ici à l'aide d'une carte le plan de la battue. Le sanglier est rusé. L'intervention de ces hommes sur le terrain doit être précise, notamment au niveau des points noirs. Nous sommes venus aider nos amis chasseurs de cette zone du sud à faire face à l'invasion des sangliers. Nous sommes épaulés dans cette opération par les autorités locales. Ces 3 dernières semaines, nous avons organisé 63 battues qui se sont soldées par l'abattage de 668 sangliers. Aujourd'hui et demain, nous allons poursuivre notre mobilisation dans le cadre d'une opération de solidarité avec des associations de chasseurs venus du Nord. Ce sont des hommes qui ont de l'expérience. Ils interviennent avec leurs chiens bien dressés qui peuvent accéder jusqu'aux zones les plus difficiles. 1 ou 2 sangliers de moins dans cette forêt motivent les chasseurs. Mais c'est encore très tôt pour eux de crier victoire. Le climat de la région est favorable à la reproduction de cette espèce très redoutée. Cap à présent sur le village mythique d'Eit Ben Haddou, à quelques encablures de Ouarzazate, un musée à ciel ouvert, inscrit depuis 30 ans au patrimoine universel de l'UNESCO. Qsar Eit Ben Haddou en est l'emblème, passage obligé pour les caravanes d'antan, avant de le devenir pour les superproductions hollywoodiennes, Laurence d'Arabie, Le Joyau du Nil, de Michael Douglas ou encore Gladiator et bien d'autres. Aujourd'hui encore, le lieu conserve toute une mémoire qui fait l'objet de tout un programme de réhabilitation. Sur Adanachet. Un ensemble de maisons s'accrochant au flanc d'une colline au sommet duquel se dresse un grenier collectif. Eit Ben Haddou est le plus célèbre qsar de la vallée de l'Unila. À ses pieds coule une rivière.
Un trésor de l'architecture et de la construction présaharienne qui défie le temps et offre un havre de paix dans un cadre authentique à ses nombreux visiteurs. J'ai beaucoup voyagé, vu pas mal d'endroits, mais là c'est quelque chose d'unique, de très spécial. C'est très différent des choses que j'ai pu voir dans mes déplacements, particulièrement la Casbah de Aït Ben Haddo. L'eau, les crêtes enneigées, le désert, un panorama qu'on ne trouve nulle part. J'adore et je passe des moments magnifiques. C'est juste extraordinaire. Les vues sont uniques. Nous n'avons pas ce genre de paysage en Nouvelle-Zélande, d'où je viens. C'était notre premier voyage. On était en sac à dos. Et voilà, on a eu envie de revenir 15 ans après. On a laissé les enfants en Belgique pendant une semaine. C'est la sœur de Donatienne qui s'en occupe et on a décidé de revoir ce beau pays. Des habitats traditionnels vulnérables et tellement précieux. Un géant aux pieds d'argile qui ploie sous le poids des vicissitudes de temps et de la négligence. Il menace de s'effondrer comme un château de cartes, mais les successifs ouvrages de conservation sauvent ce patrimoine d'un trait pas certain. On restaure à tour de bras, la Casbah retrouve son lustre d'antan, sans rien perdre de son authenticité. Il y a l'eau potable, l'assainissement et l'électricité est pour bientôt. Les travaux de restauration vont bon train en ce moment. Ce patrimoine architectural et traditionnel retrouve une nouvelle vie. Les visiteurs nationaux et étrangers sont nombreux. Il y a des Suisses, des Français, des Allemands et d'autres nationalités qui apprécient ce site ainsi que la chaleur et l'hospitalité des habitants. La Casbah abrite une population bien ancrée dans son environnement, toutefois nombreux ceux qui la quittent. Le retour est tributaire de la satisfaction de leurs besoins en infrastructures de base, eau potable, électricité ou encore des passerelles liant les deux rives de l'Oued. Bref, une mise à niveau du milieu en vue de l'intégrer dans l'économie locale qui gravite autour de l'activité touristique. Page 7e art à présent. Hier soir, le gratin d'Hollywood s'est réuni pour la 76e édition des Golden Globes à Beverly Hills. Une soirée très électrique et très attendue. Le grand gagnant de la soirée est le film Bohemian Rhapsody. Il a décroché les deux principaux titres de la compétition. Le palmarès avec Esmet Tazi et Nisrin Aoustar. The Golden Globe goes to Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, une plongée dans la vie privée compliquée de Freddie Mercury, chanteur mythique du groupe britannique Queen. Un film qui revisite les débuts du groupe et permet de frissonner avec ses plus grandes chansons. De We Will Rock You à Somebody to Love, en passant par We Are the Champions. Championne, c'est toute l'équipe du film qui l'est désormais. Merci Freddie de nous avoir permis de sentir le pouvoir de la musique. Cette victoire est pour toi. Rami Malek. Et de deux pour ce long métrage époustouflant. Rami Malek, celui qui a magistralement redonné chair au chanteur, remporte le Golden Globe du meilleur acteur. Un grand moment d'émotion pour Brian May et Roger Taylor, les membres de Queen, eux qui ont été consultants pendant près de 10 ans sur le projet. Merci à vous Brian et Taylor. Merci à toi Freddie de m'avoir donné beaucoup de joie pendant toute ma vie. Je t'aime, tu étais incroyable. Cette victoire est pour toi. Et grâce à toi, mon beau. Une distinction qui a donc volé la vedette à l'archi-favori de la soirée, A Star is Born. Le film de Bradley Cooper repart seulement avec le trophée de la meilleure chanson pour le tube Shallow de Lady Gaga. Je voudrais juste dire qu'en tant que femme qui travaille dans la musique, c'est toujours très difficile d'être prise au sérieux en tant que musicienne et parolière. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui ont toujours cru en moi, qui m'ont élevée et qui m'ont soutenue, sans oublier bien sûr mon complice professionnel, Bradley.
Tourné en espagnol, le long-métrage Roma n'avait pas la possibilité de concourir dans la catégorie phare de la compétition. Il a obtenu le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Son réalisateur, Alfonso Cuarón, a été également sacré meilleur réalisateur. Un film très personnel et d'une rare sensibilité, inspiré par l'enfance du réalisateur à Mexico. Le cinéma, dans ce qu'il a de meilleur, nous aide à bâtir des ponts entre les cultures. Et pendant que nous franchissons ces ponts, nous devons prendre conscience que ces nouveaux visages ont beau paraître curieux, en fait, ils ne nous sont jamais étrangers. Les Golden Globes, une cérémonie aussi prestigieuse que les Oscars, mais elle est bien différente. Contrairement aux Oscars, son jury n'est pas composé de professionnels du cinéma. Il compte environ 90 membres, tous journalistes membres du Hollywood Foreign Press Association. Voilà, c'est avec la page consacrée au 7e art que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula. 20h30, une excellente soirée. On se retrouve demain.